commencer. Je chauffe la voix, ça va arriver. Bonsoir à tous. Merci d'être présents aujourd'hui, ce 7 octobre, qui est une date extrêmement importante. Comme vous le savez tous, depuis un an, le 7 octobre 2023, donc Israël a subi des attaques terroristes. Et on voulait marquer le coup aujourd'hui en invitant M. Georges Bensoussan, parce que je pense que c'est une des personnes les plus courageuses qui, bien avant le 7 octobre, prévenait déjà des dangers de ce qui allait se produire. Et que malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient l'entendre, il y avait pas mal d'ennuis. Et là maintenant, on voulait commencer le café laïque avec lui, justement, parce que symboliquement, pour nous, ça nous paraissait important de le mettre à l'honneur. Et il a accepté de venir pour nous ici à Salle-Roche. Donc on le remercie infiniment. Mais avant qu'il prenne la parole, Madame Delphine Kerob va nous interpréter, pour commencer, Homeland Concert, en hommage aux victimes et aux otages qui sont toujours retenus à Gaza. Merci beaucoup à toi. Je demanderais d'être indulgent par mon métier.
mieux que Georges Bensoussan pour nous parler. Enfin, Georges Bensoussan a une voix unique quand il parle de ce qu'on appelle habituellement le conflit israélo-palestinien. Ça fait très longtemps que d'abord Georges Bensoussan appelle ça le conflit israélo-arabe, mais aussi sa voix est singulière parce qu'il arrive à capturer en fait les différentes dimensions de ce conflit. Vous avez des géostratèges, des politiciens, des économistes, des spécialistes de la guerre, de l'art militaire, etc., mais des spécialistes de l'islamisme. Mais vous avez rarement des voix qui sont capables d'articuler justement toutes ces différentes dimensions. Et c'est ce que je trouve remarquable dans le travail de Georges Bensoussan, qui est historien à l'origine. Ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir articuler la dimension religieuse avec tout le reste. Généralement, on la sépare du reste, et c'est bien dommage. Derrière pour aller très vite, derrière l'explosion d'actes antisémites qu'on voit aujourd'hui depuis le 7 octobre, mais c'était déjà assez haut, souvenez-vous, ils ne sont pas nés le 7 octobre, il y a une dimension religieuse, il y a l'islamisme. Et c'est très important, Georges Bensoussan l'avait montré dans un rapport qui est sorti en 2005 déjà, que ça avait déjà pénétré la société française. Donc ce lien entre antisémitisme et islamisme lui a coûté d'ailleurs beaucoup de difficultés. En établissant ce lien, ça a été très difficile pour vous, Georges, et pourtant il avait raison avant tout le monde. Donc on est très très heureux, très honoré de le recevoir aujourd'hui. On va lui laisser carte blanche. L'idée c'est peut-être faire un exposé et puis ensuite d'être assez interactif avec la salle. Je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de poser des questions, ont besoin de réponses. Merci Georges d'être présent. Merci beaucoup. Merci d'être présent ce soir. Merci Fadila, merci Florence pour cette invitation. Je ne vais pas parler ce soir, bien sûr, à faire un historique du conflit ou des origines du conflit, comme c'est souvent fait, mais plutôt parler, comme on avait parlé, Fadila, sur l'après 7 octobre, précisément ce jour anniversaire. Et je commencerai par une conjonction qui m'a beaucoup frappé en juillet, à peine 3 mois, juillet 2024, la même semaine, il s'est passé 3 choses. La première, c'était la fin juillet. La première, le président tunisien Kais Saied, qui constatait que dans son pays, en Tunisie, il y a énormément de pénurie d'eau et de pénurie d'électricité, avait nommé une commission d'enquête, mais il avait déjà conclu avant les résultats de la commission d'enquête que probablement des puissances étrangères étaient derrière ces pénuries d'eau et, disait-il, l'ennemi sioniste, vraisemblablement. La même semaine, on était en plein Jeux Olympiques à Paris. Une athlète algérienne, boxeuse, dont certains soupçonnaient qu'elle n'était pas véritablement de sexe féminin, mais plutôt masculin. Immédiatement, le comité sportif algérien s'en est ému. Le directeur s'appelait Yassine Ara, et il a dit il faut chercher où est la source de la calomnie. Je cite, le lobby sioniste veut briser l'esprit d'Iman, c'est le nom de la boxeuse. Ils ne veulent pas qu'une fille musulmane ou arabe entendra dans la boxe féminine. Et la même semaine, 28 juillet, le président Maduro, au Venezuela, était réélu au terme d'une élection très contestée, puisqu'on pense, du côté des sources américaines et du côté des sources indépendantes, qu'en réalité son opposant aurait obtenu 67% des voix. Et Edmundo González. Et Maduro déclare qu'en fait, je cite, j'ouvre les guillemets, toute la puissance de communication du sionisme qui contrôle tous les réseaux sociaux, les satellites et toute la puissance est derrière ce coup d'État. Fin de citation. La même semaine, on avait donc le sionisme à l'œuvre derrière les pénuries d'eau en Tunisie, la contestation d'une boxeuse algérienne et une élection très contestée au Venezuela. Ça signifie en clair que
une fièvre étrange saisit une partie de l'humanité dès qu'il s'agit des Juifs. D'où la question très simple, qu'en est-il des conflits où les Juifs n'ont aucune part? Finalement, il n'existe pas. Il n'existe pas à partir du moment où il n'y a pas de Juifs, ça n'intéresse personne. En revanche, si dans un conflit donné, vous saupoudrez le tout d'un peu de Juifs ou d'un peu de sionisme, immédiatement, il y a une flambée médiatique. Et alors ce délire, parce qu'on est en présence d'un délire ici parfaitement structuré, c'est très rationnel, comme dans la paranoïa, c'est très intelligent, très structuré, très rationnel, mais ça repose sur du sable. C'est donc le propre du délire. Ce délire n'est pas nouveau, parce que je rappelle simplement qu'au début des années 2000, au moment de la deuxième intifada, une rumeur avait couru sur laquelle les Israéliens distribuaient des bonbons aphrodisiaques pour tenter la vertu des femmes égyptiennes. Et dans le même temps, il était question, la même rumeur, que les Israéliens élevaient des requins sur les côtes égyptiennes pour couler le tourisme égyptien des côtes du Sinaï. Et également un peu plus tard, au moment du tremblement de terre en Haïti, les Israéliens, pour beaucoup d'ailleurs, ont envoyé des équipes de secours. Et là encore, la rumeur a couru très rapidement qu'en réalité, c'était de fausses équipes de secours, qu'elles étaient là pour prélever des organes sur les cadavres, ou sur les blessés, même carrément, pour les transporter en Israël et les transplanter sur un certain nombre de malades. Bon. Donc on est en présence ici d'une diabolisation du sionisme qui n'est pas vraiment nouvelle, qui a pris aujourd'hui des proportions assez cataclysmiques sur le fond. Et cette diabolisation du sionisme, elle s'accompagne bien sûr d'une sacralisation de la Palestine. Mais avant de voir ce qu'il en est de la sacralisation de la Palestine, et ce que ça dit précisément de la psyché collective, il faut voir que la légende noire du sionisme ne date pas du tout de l'intifada, et je dirais qu'elle ne date même pas de l'émergence du conflit israélo-arabe sur la scène publique à partir de 1948, voilà, vraiment, où le conflit a vraiment occupé une place importante. Je veux dire que cette diabolisation du sionisme, elle a commencé avec l'Église catholique à la fin du XIXe siècle. Les premiers articles contre le sionisme, à l'époque du premier congrès sioniste en 1897, c'est dans l'Église catholique qu'on les trouve, et en particulier dans la revue des Jésuites, Études. Ça s'est poursuivi avec l'extrême droite nationaliste. Par exemple, en France, on ne sait pas beaucoup, c'est que l'historien de l'Action française Jacques Mainville était un antisioniste farouche, qui a publié plusieurs articles dans l'Action française dans les années 20, qui étaient extrêmement violents contre le mouvement sioniste. Ça s'est traduit également par une diabolisation du sionisme dans le monde nazi. Ce qu'on nous dit généralement, c'est que le nazisme a été un mouvement violemment antisioniste et pas seulement antisémite. Les premiers écrits de Rosenberg, qu'on considère comme l'un des idéologues du nazisme, en fait c'est une place relativement marginale, mais peu importe, ces premiers écrits portent sur le sionisme et pas du tout sur les juifs en tant que tels. Et ça a été complètement oublié. Or, juste à la fin, jusqu'en 1945, jusqu'au dernier jour du Reich, Hitler ne cessera de dire qu'il fera tout pour empêcher l'émergence d'un État juif en Palestine. Et ensuite, ça a suivi cette diabolisation par l'Union soviétique, ce qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Mais depuis les débuts des années 50 jusqu'à la fin de 1991, l'Union soviétique a envahi la planète avec des millions de brochures dans toutes les langues de la Terre sur les dangers du sionisme, qui reprenaient textuellement les protocoles des sages de Sion et l'antisémitisme russe, pogromiste, des sangs noirs, ce qu'on appelait les sangs noirs à l'époque du régime tsariste. Et ça a été complètement oublié. Or, si on oublie cette propagande anti-soviétique, donc que tout le monde pouvait lire, moi adolescent, je les ai lus ces brochures par exemple, dans les années 60, début 70 par exemple, eh bien on ne comprend pas où est la matrice de l'antisionisme viscéral d'une certaine extrême gauche et ultra-gauche aujourd'hui en France ou ailleurs. Bon. Alors cette diabolisation, donc elle a des racines anciennes et elle se traduit aujourd'hui par le fait qu'une députée au Parlement européen parle d'Israël comme d'une monstruosité sans nom. C'est l'expression que Rima Hassan a employée récemment. Alors, cette diabolisation, c'est aussi la diabolisation de l'État d'Israël. Souvenez-vous, là aussi, on l'a oublié, mais il faut replacer ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte des années de l'intifada, de la deuxième intifada en 2002. À Ramallah, il y avait des combats violents entre l'armée israélienne et l'OLP, et le prix Nobel de littérature portugais José Saramago était en visite en Palestine, à Ramallah. Et à Ramallah, il déclare, je cite, j'ouvre les guillemets, « Ce qui arrive en Palestine est un crime que nous pouvons stopper, nous pouvons le comparer à ce qui arrivait à Auschwitz. » Fin de citation. Un journaliste lui demande, « Mais où sont les chambres à gaz ?» Et Saramago répond, « Ça viendra. » On est en 2002.
Alors, cette réprobation du sionisme et de l'État d'Israël, je voudrais simplement ajouter une petite remarque concernant les Nations Unies. Chaque année, les Nations Unies condamnent un certain nombre de pays pour leurs atteintes aux droits de l'homme. Je prends l'année 2020, j'aurais pu prendre 2017, j'aurais pu prendre 2022, peu importe. En 2020, l'Assemblée générale des Nations Unies vote 23 résolutions concernant les atteintes aux droits de l'homme dans différents pays de la planète. 17 de ces résolutions concernent un seul pays, l'État d'Israël. 17 sur 23. La Corée du Nord, la Chine, la Russie, etc. Tout ça s'est passé à la trappe. Et tout ça s'accompagne également, aujourd'hui, dans les médias, du fait qu'on peut entendre tous les jours l'appel à la destruction d'un État membre des Nations Unies. L'Iran, tout le monde le sait, je vous apprends strictement rien, appelle systématiquement à la destruction de cet État depuis 45 ans. C'est-à-dire qu'en fait, par ces appels répétés, qui fait qu'on ne réagit plus, d'une certaine façon, on prépare par accoutumance lente les esprits à accepter demain le pire. Le pire n'arrive jamais, parce que quand on regarde en historien le pire, on se dit mais comment ont-ils pu accepter ça? Par exemple Treblinka, par exemple l'antisémitisme meurtrier des Polonais, qui fait que la Pologne globalement n'a pas commis de génocide bien sûr, mais globalement elle a laissé faire, elle en a été très satisfaite que les Juifs soient liquidés par Hitler. Comment on en est arrivé là? Parce que le mal, l'horreur absolue n'arrive pas brutalement, elle arrive par petites touches, elle arrive par un processus d'accoutumance lente qui se traduit, qui s'étale sur des dizaines d'années parfois. Eh bien, quand je parle de processus d'accoutumance, je voudrais donner un exemple simple. Cette accoutumance à l'idée que finalement l'État d'Israël est en trop et que s'il disparaissait, la planète s'en porterait mieux. En juin 2024, sur le boulevard Richard-Lenoir à Paris, une photo a été prise d'une femme, brave femme, ménagère, qui fait son marché. Et sur le t-shirt de cette femme, au dos, il y a un drapeau palestinien avec cette phrase « L'humanité a cessé d'exister à la naissance d'Israël ». C'est tout. Et moi, en historien, ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé que dans un journal pro-nazi, financé par les Allemands en 1942 en France, qui s'appelait L'Appel, ce journal, le 12 février 1942, dans ce journal L'Appel, financé par les nazis, on disait ceci: tant qu'il y aura un juif sur la terre, on ne pourra pas parler de bonheur de l'humanité. C'est étrange, disait la même chose. Exactement la même chose. Alors cet appel à la destruction, il passe également, quand je parle de cette accoutumance lente des esprits, de cet empoisonnement lent des mentalités, etc., par le fait que Nouria Boutelja, citoyenne française, anciennement algérienne, déclarait en 2020, sans que ça ne fasse réagir personne, cette phrase, je la cite: on ne peut pas être israélien innocemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une cible dans le dos de n'importe quel Israélien. Ça veut dire qu'il est coupable ontologiquement, métaphysiquement. Il est coupable par essence et par naissance. Alors évidemment, tout ça se traduit aujourd'hui par un climat où finalement, ça ne fait pas la une des journaux, mais le boycott de l'État d'Israël, le juif des nations, comme on l'a souvent dit, l'État paria, l'État pestiféré, passe comme une lettre à la poste. Simplement pour 2024, la Batsheva Dance Company, annulation de sa tournée au mois de juin. Déprogrammation d'un festival de cinéma israélien à Strasbourg. Annulation de la participation israélienne aux Olympiades internationales d'informatique pour les lycéens pour l'année qui vient, 2025, etc., etc., etc. Alors, j'en arrive au deuxième point, à la Palestine comme cause sacrée. Ça, c'est le propre d'une cause tiers-mondiste qui s'est focalisée sur l'émancipation des peuples anciennement colonisés, où on assiste à un transfert assez connu du messianisme révolutionnaire vers un certain nombre de terres fantasmées, de terres lointaines. Ça a jadis été la Russie soviétique, ça a été la Chine, ça a été Cuba, etc. C'est-à-dire une terre dont la libération ou dont la liberté permettra la rédemption de l'humanité tout entière et l'avènement d'une société libre et heureuse. En clair, le jour où la Palestine sera libre du fleuve à la mer, l'humanité tout entière se portera beaucoup mieux. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, on est en présence d'un antisionisme radical dont Taguieff disait dans un livre il y a quelques années déjà, je cite Taguieff, l'antisionisme radical, disait-il, est l'une des principales formes de racisme ou de néo-racisme apparues depuis la fin du XXe siècle. Il parle bien, je fais une citation, il parle bien de principales formes de racisme. Bon. Alors, en fait, cette Palestine érigée en cause sacrée de l'humanité, ça reprend de vieilles passions grégaires qui soudent les foules dans la haine. Ces vieilles passions grégaires, j'en rappellerai quelques-unes pour montrer que le phénomène n'est pas nouveau, sauf qu'il a une dimension nouvelle quand même. Quand je dis que le phénomène n'est pas nouveau,
je renvoie simplement à l'instinct grégaire qui a mené tant et tant et tant de gens en France, je me limite à la France simplement, à adhérer à l'Union soviétique et au paradis communiste. Bon. Avant 1939 et après 1945 encore plus. Tant de gens également qui ont adhéré au procès Reich en Hongrie en 1949, au procès Slansky en Tchécoslovaquie en 1952, et qui ont fermé les yeux en disant, c'était la phrase d'Éluard, j'ai déjà beaucoup trop de mal à m'occuper des coupables qui crient leur innocence pour m'occuper des coupables qui crient leur culpabilité. Vous vous souvenez de cette phrase au moment du procès Slansky. Et puis ça a été la passion pour Cuba une fois que le mythe soviétique s'est effondré. Puis ça a été surtout la grande passion pour la Chine et la révolution culturelle à la fin des années 60, dans les années 70, où là on a vu carrément des foules entières en France, toute une partie de la jeunesse intellectuelle, toute une partie de grands intellectuels même, adhérer à la révolution culturelle chinoise qui a fait, on le sait aujourd'hui, des millions de morts, et au maoïsme qui a fait entre 50 et 70 millions de victimes, dont le Grand Pont en avant, dont la grande famille des années 58, 60, etc. Souvenez-vous simplement ceci, en 1971, Simon Less publie Les habits neufs du président Mao dans une toute petite maison d'édition. Aucun grand éditeur ne veut entendre parler de lui, évidemment, il faut l'hégémonie, et le journal Le Monde le voue précisément l'hégémonie en racontant tout simplement que tout ça, c'est un ramassis de racontars qui traînent dans les couloirs de la CIA. Au même moment, en 71, Maria-Antonietta Mazzocchi publie au Seuil, je crois que c'est au Seuil, un gros volume qui s'intitule De la Chine, qui est un tissu de niaiserie et d'ineptie sur la Chine, qui est un énorme succès d'édition. Bon. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui avec la folie palestinophile, c'est exactement du même ordre. On est dans le même degré de bêtise de masse. Sauf que cette bêtise de masse-là, elle appelle à la destruction d'un État. Donc elle n'est pas gratuite, elle peut avoir des conséquences gravissimes demain sur la vie de millions et de millions de gens. Alors, quand je parle de cette bêtise de masse, et quand je parle de ce courant d'irrationnel qui emporte les foules, vous avez, tout le monde le sait, ça a été dit 10 fois, mais ça vaut la peine de le rappeler, tous ces gens qui ont défilé en disant « Free Palestine, du fleuve à la mer », et dont on a demandé « mais quel était le fleuve ?» et parfois ils ne savaient pas répondre. On a eu l'écologiste un peu, j'allais dire psychopathe, oui, Greta Thunberg, et à la limite, qui a déclaré qu'elle voulait, je cite, un monde sans sionisme. C'est une phrase extraordinaire. Elle voulait une planète sans sionisme. Le sionisme est donc défini comme un polluant majeur. C'est-à-dire qu'en fait, le sionisme, c'est la personnification du mal. On est dans le principe ici d'une pensée diabolisante qui renoue avec la chasse aux sorcières du XVIIe siècle. Si on ne comprend pas ce qu'est, par exemple, l'histoire des grandes peurs collectives du XVIIe siècle qui a conduit à la chasse aux sorcières et à des milliers de femmes brûlées sur les bûchers, on ne comprend pas les mécanismes de pensée qui sont à l'œuvre ici. Parce que ce sont les mêmes mécanismes de pensée. Qu'on soit passé à l'ère de l'informatique ou du numérique, peu importe, le cerveau humain raisonne exactement de la même façon qu'au XVIIe siècle, ici, dans ce cas précis. C'est-à-dire qu'on est devant la même faillite de l'intelligence, devant la même faillite de la raison critique. Et je pense, je l'ai ici sous les yeux, je dois le dire, quand Gilles a reçu son prix Nobel en 1949, il n'a pas pu se rendre, il était très âgé et fatigué, il n'a pas pu se rendre à Stockholm, il a fait lire par l'ambassadeur de France sa lettre de réception du prix Nobel. Je voudrais simplement vous lire cet extrait de la lettre que je trouve très beau. Il dit, il est au terme de sa vie, il va mourir 2 ans plus tard, donc 4 ans plus tard. Si vraiment j'ai représenté quelque chose, je crois que c'est l'esprit de libre examen et d'indépendance et même d'insubordination, de protestation contre ce que le cœur et la raison se refusent à approuver. Je crois fermement, n'oubliez pas qu'il parle en 1947 au début de la guerre froide, je crois fermement que cet esprit d'examen est à l'origine de notre culture. C'est cet esprit que tentent de réduire et de bâillonner aujourd'hui les régimes totalitaires. Fin de citation. On en est là aujourd'hui. Exactement là, sur le fond. Parce qu'effectivement, on a de plus en plus de mal à comprendre le monde tel qu'il va. Nous sommes devant une flambée d'irrationnel. Nous n'avons plus vraiment les outils pour comprendre, pour donner un sens au chaos général qui nous environne. Nous sommes tous confrontés au fait que l'information a complètement cédé la place à la communication. Nous sommes confrontés à un monde où l'émotion a largement pris le dessus sur la raison, où précisément l'esprit d'intelligence et de raison recule devant l'instantané, l'émotion, le ressenti, et où forcément les faits n'ont plus aucune valeur. Ce sont les croyances qui comptent. Et elles ont autant moins de valeur aujourd'hui qu'avec l'intelligence artificielle, chacun peut dire que tous ces faits sont trafiqués, que tous ces faits sont inventés. On est en présence devant un abîme
qui s'ouvre devant nous sur le fond. Et là-dessus, la réflexion de Gide, comme celle d'autres esprits du même acabit, sont particulièrement utiles. Bon. Alors, comment décrire cette réalité en échappant au jugement binaire? On est quand même frappé de constater que quand la réalité dérange, elle est frappée immédiatement du sceau d'extrême-droite. Et quand on dénonce la réalité, on est immédiatement décrété infréquentable, ayant dérapé. C'est extraordinaire, cette expression dérapage, ça veut dire qu'il y a une norme. Quelle est la voie droite s'il y a un dérapage? On dérape. On dérape par rapport à quelle voie droite? Et ce qui est frappant, c'est que dans ce monde binaire, du bien et du mal, et non pas du vrai et du faux, qu'est-ce que c'est que la vie intellectuelle? C'est le vrai et le faux. Et nous, nous sommes dans le monde du bien et du mal. Et le bien et le mal n'a rien à voir avec le monde intellectuel. Le monde intellectuel, l'intelligence et la raison, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est tout. Pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Eh bien, la clé de la victoire, dans ce monde binaire où l'émotion l'a emporté sur la raison, c'est ce que les psychiatres allemands, Alexandre et Margaret Misterlich, avaient très bien analysé dans les années 50 et les années 60 à propos des anciens nazis, dont certains étaient de leurs patients. Ils avaient dit ceci: la clé de la victoire, c'est de se poser en victime. Et à partir de ce moment-là, vous bénéficiez de la compassion universelle. Si vous vous posez en victime, vous avez droit à tous les égards que vous pouvez. Eh bien, dans le cas qui nous intéresse ce soir ici, d'ailleurs précisément le conflit israélo-arabe et les retombées en France pour ce jour du 7 octobre, c'est que dans ce conflit depuis 76 ans, l'agresseur, parce qu'il s'agit de l'agresseur, et je vais dire pourquoi je parle de l'agresseur sans hésitation, l'agresseur, parce qu'il a perdu toutes les guerres, se pose en victime. Et la meilleure façon pour se poser en victime, c'est, au lieu de commencer l'histoire par l'origine, c'est de commencer l'histoire par la fin. C'est-à-dire, dans le cas précis du conflit israélo-arabe, par la Nakba palestinienne de 1948. Effectivement, la tragédie palestinienne, 750 000 Palestiniens sur les routes, dont au moins 400 000 ont été expulsés par l'armée israélienne. Indéniable. Bon. Mais ça, c'est la fin du processus. Comment en est-on arrivé là? Que dirait-on d'un historien qui, étudiant la Seconde Guerre mondiale, commencerait par l'Allemagne en 1945? Il dirait l'Allemagne en 1945, c'est un champ de ruines. 6 millions de morts, dont 2 millions de civils. Des villes rasées, Berlin méconnaissable. Pratiquement 6 à 700 000 enfants morts sous les bombardements ou morts de carences alimentaires ou par maladies qui n'ont pas pu être traitées faute de médicaments, par exemple. Tout ça est parfaitement vrai, tout ça est documenté. C'est-à-dire que l'Allemagne est éminemment une victime expiatoire. Oui, mais à partir de ce moment-là, on aura oublié tout le chemin qui mène de 1933 à 1945 et on aura occulté la responsabilité de l'Allemagne. Dans l'histoire de la Nakba, c'est la même chose. Comment on est arrivé à la Nakba? Quand on fait l'origine du drame de la Nakba, on comprend que les Palestiniens ont été les premiers responsables de la catastrophe qui leur est arrivée en 1948. Mais aujourd'hui, tout se passe comme si on ne pouvait pas faire un véritable récit historique. On le prenait à la fin, précisément pour faire vibrer la corde de l'émotion, mais aussi pour des raisons alors plus profondes qui nous amènent sur un autre terrain. C'est pourquoi y a-t-il une telle nécessité dans ces mondes culturels qui sont les nôtres à faire en sorte que le juif soit le coupable par essence depuis toujours, parce que c'est le signe paria de nos économies psychiques, de nos systèmes mentaux sur le fond, aussi bien dans le monde occidental chrétien que dans le monde musulman, c'est-à-dire dans les deux mondes qui sont issus du judaïsme sur le fond. Alors, sur ces passions grégaires, il y a énormément de questions oubliées qui ne sont jamais posées et qui font qu'on arrive à des analyses pauvrettes, à des analyses souvent stupides même, de la part d'un grand nombre de journalistes, sauf que les journalistes ont l'oreille de millions et de millions de citoyens dans le pays. Je prends un exemple simple. Comment peut-on parler de ce conflit sans faire référence au sort des Juifs en terre d'islam? Et par exemple, sans évoquer ce qu'étaient les interventions de Max Nordau, le bras droit d'Herzl, à l'ouverture de chaque congressionniste jusqu'en 1914, Max Nordau faisait un bilan de la situation des Juifs dans le monde. Et dans ce bilan, qui a été publié dans le bulletin de l'Alliance israélite universelle, année après année, de façon très régulière, et dans ce bilan, ce qui est frappant, moi je les ai lus avant 1914,
il y avait 3 pays qui revenaient toujours comme des terres les plus violentes pour la condition juive. C'était la Russie, ça c'est pas très surprenant, c'était le Maroc et c'était le Yémen. 2 pays musulmans sur 3. Bon. Or ça c'est totalement oublié aujourd'hui. De même, on peut s'interroger quelle était la condition juive au XIXe siècle, sous l'Empire ottoman, dans cette province, qui ne s'appelait pas la Palestine encore, peu importe, qui s'appelait la Syrie du Sud, dans cette province qu'on appellera plus tard la Palestine. Je n'ai pas le temps ici, bien sûr, de vous citer tel ou tel témoin, mais je vous renvoie simplement à un récit parmi beaucoup d'autres, celui de Chateaubriand, 1806, le génie itinéraire de Paris à Jérusalem. Dans cet itinéraire de Paris à Jérusalem, il raconte son voyage de 1800. Il a voyagé par Rome, Athènes, etc., le Proche-Orient, et il est passé à Jérusalem. Et il décrit, je cite simplement ces quelques lignes, des Juifs de Jérusalem, petit peuple qui vit séparé du reste des habitants de la cité, objet particulier de tous les mépris, baisse la tête sans se plaindre, il souffre toutes les avanies sans demander justice. Pénétrez dans la demeure de ce peuple, vous le trouverez dans une affreuse misère. Fin de citation. Bon. Quid également de ce monde juif de Palestine, avant l'émergence du sionisme, et quid des massacres qui ont été perpétrés en Palestine bien avant qu'on parle de sionisme. Massacre à Safed, en 1834, en 1838, mais également avant, au XVIIIe siècle, en 1769. Mais surtout, une dimension fondamentale du conflit, la dîma. La dîma, c'est-à-dire ce statut de protection accordé aux juifs et aux chrétiens, sans lequel on ne comprend pas pourquoi ce conflit perdure aujourd'hui, plus de 100 ans après son émergence. C'est la dîma qui s'est perpétuée dans les têtes. Elle a été abolie dans la loi depuis très longtemps, depuis 1856. Et aucun État arabe indépendant n'a rétabli la dîma, bien sûr, dans son code civil. Mais la dîma existe dans les mentalités, à savoir que le juif est un protégé, comme le chrétien d'ailleurs. Le juif est un protégé, mais comme le disait Jacques Ellul, il y a une vingtaine d'années, dans un livre consacré au judaïsme, au christianisme et à l'islam, Jacques Ellul disait, mais protégé de quoi? Une question simple et naïve, mais protégé de la violence du musulman, bien sûr. Et Nathan Weinstock avait trouvé, je pense, la formule la plus exacte pour le système de la dîma, je le cite. Il disait que la dîma, c'est un système d'humiliation organisée du juif qui fait de la condition juive une condition de colonisé. Eh bien, cette condition-là, dans les têtes, dans l'univers psychique, n'a pas été dépassée sur le fond. Et c'est ce qui explique que pour le monde arabo-musulman aujourd'hui, au-delà de toutes les questions de frontières, de réfugiés, de capitale, Jérusalem, etc., peu importe, tout ça, ces questions, ces problèmes existent, mais ça n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est peut-on accepter l'idée d'une souveraineté juive sur une partie de la Palestine? C'est tout. Tout se résume à cette question. Et cette question, d'ailleurs, c'est une question que tous les journalistes devraient avoir en tête, et aucun ne l'a et aucun ne la pose. Je l'ai dit ce matin, c'est qu'entre 49 et 67, il n'y avait pas un juif en Cisjordanie à Gaza. Il n'y avait pas un soldat israélien sur ces territoires. Alors pourquoi l'État de Palestine n'a-t-il pas été proclamé à ce moment-là? Et personne ne répond à cette question. Et c'est ce silence qui interroge précisément. Et on sait pourquoi ils ne répondent pas, et qu'ils sont gênés pour répondre à cette question. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas l'État de Palestine, car ce serait reconnaître l'État d'Israël en miroir. Bon. Cette question, précisément, de la Palestine, en occulte encore une autre, qui est complètement oubliée, mais qui était une question qui était très débattue dans les années 30 et 40, et qui a disparu depuis 1950. C'est la question de la justice. Je veux dire par là que dans les années 30 et 40, ceux qui débattaient du conflit, car le conflit était déjà sur la scène publique, se posaient la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas, quand on se réclame de justice, et par exemple quand on est à gauche, est-ce qu'il n'y a pas un souci de justice élémentaire à ce que celui qui possède 4,5 millions de kilomètres carrés dispute des miettes à celui qui n'a rien et dont tout le territoire, de la mer au fleuve, représente très exactement 28 000 kilomètres carrés. 28 000. La Bretagne, exactement, comme superficie. Cette question a été posée à cette époque-là. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'injustice à traiter également des gens illégaux? C'est-à-dire à disputer des miettes à celui qui n'a rien et qui n'a que ce petit coin de terre-là pour exercer sa souveraineté nationale, et sans ce coin de terre-là, il n'est rien, il n'existe plus, il n'y aura plus de souveraineté juive sur la terre. S'il n'y a pas de Palestine arabe indépendante, ce qui est le cas aujourd'hui,
Et ça n'empêche pas la création de la Ligue arabe en 1945. Et ça n'empêche pas que le monde arabe existe avec ses 22 États. Mais supprimer l'État d'Israël, il n'y a plus d'indépendance juive nulle part au monde. Il y a donc effectivement égalité entre les peuples, personne ne peut nier ça, bien sûr, mais il n'y a pas égalité entre les enjeux. Pour les uns, ce petit bout de terre, c'est tout. Pour les autres, c'est une partie seulement. Et ça, pour des gens de gauche, aujourd'hui, ça a été complètement oublié. Que le partage des richesses de la terre plus équitable, ça fait partie d'un authentique programme de gauche, sur le fond. Et c'est pourquoi, dans ce conflit, on a souvent pensé en termes manichéens en disant une bonne solution, une mauvaise solution. Il y a le bien, le mal. Non, il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a que des mauvaises solutions dans un conflit pareil. Parce qu'effectivement, la cause palestinienne est légitime. Et la cause juive est légitime aussi. Sauf que les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc en fait, quand les Nations Unies devront décider en 1947 du partage de la Palestine, Ben Gurion, qui a été auditionné par la Commission des Nations Unies, lui comme beaucoup d'autres, a été auditionné, Ben Gurion prononce un discours qui est très beau. Je vais vous lire simplement les dernières lignes. Et il dit simplement ceci: il n'y a ni bien ni mal dans cette affaire. Il faut simplement choisir la moindre injustice. Il dit: en privant les Juifs de Palestine d'un foyer national, les empêchant de devenir une majorité d'être souverains, vous ne privez pas seulement les 600 000 Juifs qui vivent ici, mais vous privez aussi d'indépendance et de souveraineté les millions de Juifs qui vivent dispersés dans le monde. Il n'y a pas d'autre lieu au monde où ils désirent, ou même ils projettent d'atteindre la souveraineté désirée. En privant le million d'Arabes qui vivent ici de souveraineté, vous n'affectez pas la nation arabe dans son entier. Et conclusion, la conscience de l'humanité doit bien peser ceci. Où est la balance de la justice? Où est le plus grand besoin? Où est le plus grand péril? Où est le moindre mal et où est la moindre injustice? Fin de citation. Ça, ces lignes-là ont été oubliées aujourd'hui par toute la classe politique et toute la classe médiatique. Parce que ces lignes-là, elles disent tout l'essentiel du conflit. Qu'il y a une inégalité dans les enjeux monstrueuse qui fait que n'importe quel homme de gauche devrait s'élever pour dire on ne peut pas disputer des miettes à un peuple qui n'a rien et qui est privé de souveraineté politique depuis tant et tant de siècles. À partir de là, il y a effectivement toute une série de questions historiques qui ne sont jamais posées dans les médias. Je ne vais pas évidemment les passer en revue ce soir, ce n'est pas le but de cette soirée, mais il y a quand même 2-3 questions que j'évoque simplement sans vouloir y répondre. C'est une première question, alors qui est ignorée de tous, ça c'est l'ignorance qui joue son rôle, c'est pourquoi la population arabe en Palestine, entre 1920 et 1948, a-t-elle augmenté plus vite que la population juive, alors que théoriquement il n'y a pas d'immigration. Premier point. Ça, peu de gens le savent, seuls les historiens le savent, et la plupart ne le crient pas sur tous les toits. Ça, c'est quand même un premier mystère. Deuxième point. Pourquoi les réfugiés palestiniens, en 1949, 750 000, dont les 3/4 résident en Palestine, car les 3/4 des réfugiés palestiniens ne sont ni au Liban, ni en Syrie, ni de l'autre côté du Jourdain, ils sont ni en Égypte, encore moins en Égypte d'ailleurs, ils sont en Palestine, c'est-à-dire en Cisjordanie et à Gaza. Pourquoi, au lieu d'être intégrés chez eux, ils sont chez eux en Palestine, pourquoi sont-ils parqués dans des camps et ont-ils un statut de réfugiés alors qu'ils sont chez eux? C'est comme si les réfugiés, en 1914, de Béthune, s'étaient réfugiés à Lille et que 70 ans après, on les considérait encore comme des réfugiés dans des camps. C'est totalement fou comme situation. Mais on comprend très bien ce que ça signifie. Ça signifie que les intégrer et ne plus les considérer comme des réfugiés, c'est accepter la naissance de l'État d'Israël en face. Troisième question, pourquoi l'UNRWA, créée en 1950, est-il provisoire pour 1 an? Pourquoi l'UNRWA existe-t-elle encore aujourd'hui? Quatrième question, pourquoi les réfugiés palestiniens sont-ils les seuls réfugiés au monde à avoir ce statut de père en fils, qui fait que de 750 000 sont aujourd'hui 5 millions. Bon. Alors que dans le même temps, 1947, 48, 49, l'Allemagne fédérale, l'Allemagne de l'Ouest, celle qui existe à partir de 49, qu'on appelle l'Allemagne de Bonn, l'Allemagne va intégrer 12 millions d'Allemands chassés d'un peu partout en Europe et même de l'Union soviétique, dont 3 millions d'Allemands chassés de Tchécoslovaquie, le fameux Sudète. Bon. Ces 12 millions d'Allemands aujourd'hui sont citoyens allemands comme n'importe qui. Ils ne sont pas réfugiés, ils sont fondus dans la masse. Au même moment, l'Inde et le Pakistan se séparent dans la guerre civile abominable qui fait 1 million de morts. Mais il y a 10 millions d'hindous et de Pakistanais, donc de musulmans et d'hindous, qui transitent d'un côté et de l'autre. Les Pakistanais quittent les zones hindoues et ainsi de suite, et vice-versa.
Aujourd'hui, ils sont intégrés dans leurs pays respectifs. Mais également, à partir de 1948 surtout, sur le million de juifs qui vivaient à l'époque dans les pays arabo-musulmans, 1 100 000 à peu près, 750 000 quittent ces pays-là et rejoignent l'État d'Israël. Aujourd'hui, ces 750 000 juifs du Maroc, du Yémen, de Syrie, de Libye ou d'ailleurs sont citoyens israéliens comme n'importe quel citoyen israélien. Ils n'ont pas eu le statut de réfugiés, ils n'ont pas bénéficié d'un seul dollar d'aide de l'ONU, par exemple. Nullement. Tous ces gens-là sont réfugiés. Mais depuis 1945, nous parlons des 750 000 réfugiés palestiniens, la fameuse Nakba, qui est le problème numéro 1 de l'humanité. Il y a eu 250 millions de réfugiés politiques ou réfugiés alimentaires dans le monde. 250 millions qui n'ont pas fait autant de bruit que la Nakba. Donc on comprend bien que la Nakba, en réalité, c'est d'abord et avant tout le prétexte pour refuser l'indépendance nationale juive sur cette terre. Bon. Alors, in fine, on parle souvent de la réponse d'Israël disproportionnée. On parle même, vous l'avez tous entendu, de génocide. Deux choses. J'aurais dû le dire au début, d'ailleurs, à propos de génocide et à propos de cette flambée de folie collective qui fait que même pas un journaliste s'arrête pour dire à un moment donné, attendez, revenons sur Terre. Vous êtes en présence d'un génocide, mais c'est le seul génocide où on vaccine des enfants et on les envoie à la chambre à gaz. Car il y a eu des centaines de milliers d'enfants vaccinés contre la polio à Gaza avec l'assentiment des autorités israéliennes. Si les Israéliens n'avaient pas voulu, ils avaient toute la force militaire pour empêcher la vaccination. Ils ont accepté la vaccination. Des centaines de milliers d'enfants de Gaza sont vaccinés. En plein génocide. Et ça n'interpelle aucun journaliste pour dire à un moment donné, mais cessez votre délire. Non. Deuxième point, la disproportion. Mais on se croirait dans un jeu, mais on n'est pas dans un jeu ici. On est dans un combat existentiel. L'État d'Israël combat pour son existence. Il ne combat pas pour étendre ses frontières. Il ne combat pas pour coloniser la Jordanie ou le Liban ou je ne sais quel autre territoire. Il combat pour défendre ses citoyens contre les attaques répétées du Hezbollah ou du Hamas. Donc il n'y a pas de disproportion qui tienne. Et ce qui est frappant, c'est qu'en matière de disproportion, personne n'a parlé de disproportion quand les Alliés ont écrasé Daesh en 2016. C'est grâce à la disproportion qu'ils ont vaincu sur Daesh. C'est grâce à la disproportion que la victoire est possible. Quand en 1945 les Alliés écrasent l'Allemagne nazie, c'est parce qu'il y a disproportion des forces. Et heureusement qu'il y a disproportion des forces. Donc, quand je parle, je voulais aborder ces deux points, mais je voudrais également enchaîner sur le fait qu'on ne peut pas parler de disproportion parce qu'on n'est pas en présence d'un adversaire qui vous combat, mais qui accepte votre existence et où la lutte se terminera par la défaite ou la victoire de l'un ou de l'autre, peu importe, mais où votre existence en elle-même ne sera pas remise en cause. La France est écrasée de la pire façon en 1940, c'est la plus grave défaite depuis Azincourt, depuis le XVe siècle, mais la France existe. La France n'a pas disparu. Sous la botte allemande, oui, mais elle n'a pas disparu. Qu'on veuille ou non. France occupée, zone libre, mais il y a toujours une France. Ici, non. On est en présence d'un projet génocidaire. Article 18 de la Charte. Là aussi, ça prend 10 minutes de la lire sur Internet, la Charte. 1988, la Charte du Hamas, amendée en 2017. Ça prend 10 minutes. Article 18. La création d'Israël est entièrement illégale. Article 20. Le Hamas rejette toute alternative à la libération complète et achevée de la Palestine du fleuve à la mer. Mais ça n'est pas que la charte, c'est aussi les déclarations avant le 7 octobre et après le 7 octobre. Il y a les déclarations d'après le 7 octobre de Ghazi Hamad, membre du bureau politique du Hamas, qui déclare le 24 octobre, 2 semaines après. Israël est un pays qui n'a pas sa place sur notre sol. Nous devons éliminer ce pays, il faut y mettre fin. Le journaliste pose la question, c'est un entretien. Est-ce que cela signifie la destruction d'Israël? Réponse oui, bien sûr. L'existence d'Israël est illogique. 10 jours plus tard, Ismaël Haniyeh, au Qatar, où il résidait, vous savez, Ismaël Haniyeh, chef de la branche politique à l'époque du Hamas, déclare « Il y aura d'autres 7 octobre jusqu'à ce qu'Israël disparaisse ». Fin de citation. Alors on pourrait penser, ça c'est le propre des islamistes, bien sûr. Mais dans le monde arabe non islamiste, il n'en va pas de même. En réalité, non. Quand on regarde les déclarations d'un ancien président algérien Ben Bella,
En 1982, Ben Bella déclare « Israël est un véritable cancer greffé sur le monde arabe. Ce que nous voulons, nous autres Arabes, c'est être, or nous ne pourrons être que si l'autre n'est pas. » Et un peu plus loin dans l'entretien, qui est donné au journal Politique International, à l'époque 82, un peu plus loin, il déclare « S'il n'y a pas d'autre solution, alors que cette guerre nucléaire ait lieu et qu'on en finisse une fois pour toutes. » Fin de citation. L'apocalypse nucléaire est froidement envisagée ici. Il s'agit de faire disparaître ce pays. C'est-à-dire qu'on est au cœur ici d'une passion destructrice, exterminatrice, génocidaire, et au cœur de cette passion, c'est même pas l'État d'Israël qui est au cœur de la passion, c'est le signe juif qui est au cœur. Et c'est parce que le signe juif est au cœur que vous avez des tranches d'apparentement où des gens qui normalement n'auraient jamais dû se rencontrer se rencontrent. Je vais prendre deux exemples. Aujourd'hui, l'un des plus forts soutiens de Jean-Luc Mélenchon dans la presse, c'est Rivarol. C'est le journal d'extrême droite Rivarol. Depuis octobre 2023, chaque semaine, Rivarol prend la défense de Jean-Luc Mélenchon. Rivarol, je n'ai pas le texte malheureusement sous les yeux, qui dès la fin octobre 2023 dit Mélenchon est ce victime d'une cabale comme Jean-Marie Le Pen jadis, etc. Bon. Et deuxième exemple, c'est celui qui relie Jean Genet, qui a été, vous le savez, un chantre de la passion palestinophile, c'est son droit le plus strict. Et dans son dernier livre, en sa mort en 86, Un captif amoureux, publié chez Gallimard, il a visité les camps de Sabra-et-Shatila, enfin il est resté 2-3 heures, et il en a retiré ce très très long récit qui s'intitule Un captif amoureux. Et il parle de la cause palestinienne. Et il s'interroge pourquoi est-il tombé amoureux de la cause palestinienne. Et il dit ceci à propos de la cause palestinienne, qu'il est tombé amoureux d'une cause en fait qui dépasse largement la Palestine, parce que, dit-il, c'est une lutte métaphysique. C'est intéressant ce terme. Or, Alfred Rosenberg, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'un des idéologues du nazisme, dans l'un de ses premiers textes en 1924, dans la postface qu'il donne à ce texte qui avait été publié l'année d'avant, il décrit, il parle de l'antisémitisme et il dit ceci: dans notre histoire, le juif se dresse comme notre adversaire métaphysique. C'est le même mot, c'est la même vision. On est en présence d'un signe diabolique, du mal absolu sur la terre, du signe paria par excellence. L'historien anglais Ian Maccoby, qui est malheureusement peu traduit en français, il y a 2 livres de lui, est l'un des meilleurs exégètes précisément de cette passion mortifère qui porte en elle le génocide, et depuis longtemps. Bon. Alors, finalement, quand je dis le signe juif est au cœur de cette folie collective, et c'est ce qui explique qu'on est totalement sans prise, déboussolé, complètement sidéré par cette violence, l'un de ceux qui a, avec le plus d'honnêteté, le mieux compris cette situation, c'est le poète palestinien Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, il y a une vingtaine d'années, s'adressait à la poétesse israélienne qui était totalement palestinophile, totalement extrême gauche, si vous voulez, totalement acquise à la cause de la Palestine. Elle s'appelait Elit Yeshurun et il lui disait ceci: savez-vous pourquoi nous sommes célèbres, nous autres les Palestiniens? Parce que vous êtes notre ennemi. L'intérêt pour la question palestinienne a découlé de l'intérêt porté à la question juive. Oui, c'est à vous qu'on s'intéresse, pas à moi. Si nous étions en guerre avec le Pakistan, personne n'aurait entendu parler de moi. Fin de citation. C'est parfaitement honnête, c'est parfaitement juste. Alors, évidemment, face à cette situation, nous, ici en France, d'une certaine façon, on peut dire qu'on est dans une situation de déshérence. C'est-à-dire que la crise actuelle depuis 1 an, mais c'était déjà vrai avant, je l'avais dit tout à l'heure, montre que les limites de l'émancipation, ce qu'on savait déjà depuis Vichy, depuis l'affaire Dreyfus, mais surtout depuis Vichy, les limites de l'émancipation, on les revoit une fois de plus. À savoir, le fait d'être émancipé ne garantit pas une vie sereine pour un juif en France ou n'importe où ailleurs. Et même pire, ce qu'on a compris avec l'antisémitisme moderne depuis l'affaire Dreyfus, c'est que c'est le juif émancipé qui fait peur, et pas le juif traditionnel. C'est ce que Drummond, l'auteur de La France juive, avait résumé d'une formule très belle, qui était très juste. Il disait, le juif dangereux, c'est le juif vague. Le juif à paillettes, à kippa, à kaftan, etc., il ne fait pas peur, celui-là, on le voit, on le connaît. Mais le juif vague, qui est comme vous et moi, qui se promène dans la rue et que rien ne distingue d'un autre, c'est celui-là le danger. Et là, vous avez la genèse de l'Étoile jaune mise en place
place par les nazis en septembre 1941, d'abord dans les villes allemandes et après dans toute l'Europe. Bon. Donc pour les Juifs de France, ça se traduit une fois de plus par un éloignement avec la communauté nationale. Cet éloignement, il n'est pas nouveau, et ce n'est pas seulement un éloignement avec la communauté nationale, qui se traduit d'ailleurs par le fait que lorsqu'on interroge les Français en règle générale, l'American Jewish Committee et la Fondapol de Dominique Régnier ont publié récemment, quelques mois, une enquête remarquable cette semaine sur l'antisémitisme. Et en gros, ce qui apparaît, c'est que globalement, et ça c'est un facteur positif, une grande majorité de Français considèrent que l'antisémitisme est un réel problème qui ne concerne pas que les Juifs. Très peu sont ceux qui considèrent que ça n'intéresse que les Juifs. Mais sur les causes de cet antisémitisme, ou du moins sur les vecteurs de cet antisémitisme, là, il y a un divorce. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une bonne proportion de Juifs, 40 à 45%, qui considèrent que l'extrême gauche de LFI Jean-Luc Mélenchon est un vecteur primordial de l'antisémitisme en France. Alors que dans la masse de la communauté nationale, c'est que 10% seulement. Et inversement, ils ne sont que 10 à 15% des Juifs à considérer que ce qu'on appelle l'extrême droite, le RN, est vecteur d'un danger antisémite, alors que dans le reste de la communauté nationale, ils sont plutôt 30 à 35% à penser la même chose. Mais il y a aussi un deuxième divorce des communautés juives. C'est pas très nouveau, mais ça se traduit à chaque fois qu'il y a une crise. On l'a vu au moment de l'affaire Dreyfus, on l'a vu lors du début du régime de Vichy. C'est le divorce entre les classes populaires juives, le judaïsme de Créteil, le judaïsme de Saint-Céline d'ailleurs, et la bourgeoisie juive, qu'elle soit de droite ou de gauche. Ils ne parlent pas du tout le même langage. Lorsque, Florence, vous avez fait allusion tout à l'heure au territoire perdu de la République, lorsqu'on a publié en 2002 les territoires perdus de la République, on a eu de la part d'un certain nombre de juifs des beaux quartiers des mines effarées, des regards totalement interloqués, nous prenant pour des paranoïaques, des fous furieux. J'étais quasiment convoqué à la Fondation pour la mémoire de la Shoah par les directeurs de l'époque pour savoir si ce que nous écrivions dans le livre avec Barbara Lefebvre et quelques autres n'était pas un tissu de racontard, peut-être le fruit de notre imagination, le fruit de notre peur, de notre angoisse. On était en pleine deuxième intifada, c'est vrai. En revanche, du côté du judaïsme populaire, Sarcelles, Créteil, ailleurs, ou dans le Val d'Oise ou ailleurs, on a été reçus à bras ouverts. Alors, je fais un bémol quand même pour la justice. Tous n'ont pas agi de cette façon-là. Un homme comme Richard Pasquier, un homme comme Roger Kuckerman ont très bien compris de quoi on parlait tout de suite, et ont même d'ailleurs, je crois que c'est Roger Kuckerman, qui a fait distribuer le livre, Les territoires perdus de la République, à un dîner du CRIF en 2004 ou 2005, je crois. Bon. Cette forme de solitude juive, qui a été dite et redite aujourd'hui lors de l'anniversaire du 7 octobre dans la plupart des médias, elle renvoie à un certain nombre d'autres épisodes de crise de l'histoire juive, je terminerai là-dessus, de l'histoire juive du XXe siècle. Je pense en particulier à l'histoire juive russe, parce que la Russie, on l'oublie souvent, mais avant la guerre de 14, la Russie, c'est le cœur du monde juif tout entier. C'est pas un monde juif parmi d'autres, c'est le monde juif, la Russie. La Russie, c'est pratiquement la moitié des juifs du monde en 1914. Bon. Eh bien, après le pogrom de Kishinev en 1903, des hommes aussi pondérés, pacifistes, de grands intellectuels comme Simon Dubnov, qui était pas sioniste, Achadam, qui était sioniste, et Chaim Nachman Bialik, qui est l'un des rénovateurs de la langue hébraïque avec Ben Yehuda, publient ensemble un même appel. Un appel à prendre les armes, ce qui est quand même extraordinaire de la part de ces hommes qui sont dénués de toute violence. Et ils disent ceci, je cite la fin de leur appel: quittez la poussière, cessez de pleurer et d'implorer, cessez de tendre vos mains pour supplier vos ennemis, quémandant leur clémence, prenez les armes. 1903. Et 2 ans plus tard, alors qu'on est en pleine crise pogromiste en Russie, 6000 morts. Les premiers pogroms en 81-84 avaient fait 400 à 500 morts. Cette fois, on est à 6000 morts, on est passé à une autre échelle déjà. Et en 1919, c'est 150 000 morts en Russie. C'est l'antichambre du génocide. Devant la catastrophe pogromiste en Russie et le reflux de la révolution, un maître d'école à Rishon LeZion en Israël, qui s'appelle Yosef Vitkin, qui est juif russe lui aussi d'origine, Vitkin, publie un appel qui va avoir un retentissement considérable en Russie, d'abord à Odessa, d'où il était originaire, en fait, il ne vit plus là-bas, à Odessa, c'est la ville d'Achadam d'ailleurs, et puis finalement dans tout le monde juif, en Amérique, en Europe, etc. Bon. Et je voudrais simplement vous
C'était la fin de l'appel de Wittgenstein parce qu'il résonne aujourd'hui étrangement actuel. Il dit ceci: il nous faut prendre conscience du fait que nos vaisseaux sont déjà brûlés, que nous n'avons aucun refuge nulle part dans le monde. Préparez-vous à la lutte. Il faudra lutter avec la nature, avec les maladies et la faim, avec les hommes, qu'ils soient ennemis ou ennemis, étrangers ou frères, avec les adversaires du sionisme et avec ses partisans. Qu'aucun poltron, qu'aucun homme à l'âme timorée n'entre dans vos rangs. Pressez-vous, accourez, héros d'Israël, renouvelez l'épopée des Bilouim, soyez plus forts qu'eux et plus courageux, car nous sommes au bord de l'abîme. Fin de citation. C'est un appel à prendre les armes, pas un appel à la clémence. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, cet appel à prendre les armes et à se redresser? Ça signifie, et c'est ça le sens profond du sionisme, qui est aujourd'hui tellement vilipendé, sur le fond, au point que c'en est devenu une insulte. Sioniste, ça s'apparente à fasciste, carrément. Bon. C'est que le sionisme, avant même la volonté de créer un État, c'est d'abord la volonté d'en finir avec une condition aliénée. Ça n'est pas seulement la volonté de casser la galoute géographique, la galoute c'est l'exil. La galoute géographique, pour créer un État juif, c'est de casser la galoute psychique qui est en nous. C'est de sortir de la galoute psychique qui est en nous. Et c'est par exemple le fait de reconquérir le vocabulaire, alors qu'on utilise souvent le vocabulaire de ceux qui nous ont dépossédés de notre histoire. Je prends deux, trois exemples simples. On ne dit plus le des lamentations, on dit le kotel. C'est pas le de lamentation, personne n'a jamais pleuré là-bas. Le peuple juif n'est pas un peuple de géniards. Deux, on ne dit pas le sacrifice d'Yitzhak, on dit la Hakeda, c'est la ligature en hébreu. Il n'y a pas de sacrifice. Yitzhak n'a pas été tué par son père Abraham. On ne dit pas l'Holocauste, on dit la Shoah. On ne dit pas l'esplanade des mosquées, on dit le mont du temple, Arabaït en hébreu. On récupère le vocabulaire, parce que quand on ne récupère pas le vocabulaire, c'est qu'on est parlé par les autres. Et donc, la galoute psychique, c'est également cesser de se penser minoritaire quand on est majoritaire, et là je parle des Israéliens, qui se conduisent souvent minoritaires alors qu'ils sont majoritaires. Mais, et là je parle ici des Juifs de France, c'est cesser de donner des gages pour être accepté et être invité dans les médias. Cesser de se présenter comme un juif cachère, désionisé et prenant ses distances avec l'État d'Israël. C'est ne pas craindre d'être minoritaire, parce que la condition de la pensée, c'est la solitude. Dès que vous pensez, vous risquez immédiatement d'être isolé, d'être seul, d'être stigmatisé. C'est le prix à payer sur le fond. Et c'est cesser également de retourner la violence contre soi. Je vais prendre un exemple simple qui est tiré de la recherche de temps perdu de Proust. Proust raconte cette scène où l'un de ses héros est juif, soit des juifs, vous savez, mais Bloch aussi est juif dans la recherche. Et il raconte simplement cette scène où un marquis quelconque, dans un salon quelconque, demande à Bloch quelles sont ses origines. Et je cite ici Proust, Bloch va lui répondre, il va lui répondre sur sa judéité, il va lui dire qu'il est israélite de naissance, et Proust ajoute, il a répondu comme s'il était le fils d'un forçat. Tout est dit. C'est ça la galoute psychique. C'est ça la honte profondément sur le fond. Et quand je pense à la galoute psychique, c'est également les rédacteurs juifs du journal américain New York Times. Durant la guerre, alors qu'à partir de 1941, on sait de plus en plus de choses sur la Shoah en Europe, du côté des gens bien informés, pas du côté des paysans de la Creuse. Bon. Mais du côté de Churchill, du côté de Roosevelt aux États-Unis, on sait énormément de ce qui se passe avec les Einsatzgruppen à l'Est, en Union soviétique. Et en 1942, on sait l'essentiel. Et même en novembre 1942, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de la chronologie, mais on sait tout. Eh bien, on constate une chose, c'est que ce journal, qui est possédé par une famille juive, Sulzberger, et dont un grand nombre de journalistes sont juifs, relègue systématiquement, page intérieure, les nouvelles relatives au massacre. Alors que d'autres grands journaux, comme le Washington Star, le Washington Post, d'autres, mettent en première page, les nouvelles relatives à ce qu'on n'appelle pas encore la Shoah. Pourquoi ? Parce que ces journalistes avaient peur d'être soupçonnés de partialité juive. C'est ça, donner des gages sur le fond. Alors, je dirais sur le fond que tout se passe aujourd'hui, et ça explique cet étrange retournement de l'opinion très rapidement, après le 7 octobre, on l'a vu en quelques jours, c'est que lorsque des Israéliens se conduisent en juifs, en victimes, on est
sort. Quand ils n'épousent pas ce schéma psychique-là, quand des Israéliens se présentent simplement en soldats forts et qui sont prêts à répondre par la violence à la violence, et qui, comme le dit le Talmud, se lèvent les premiers pour tuer ceux qui veulent venir les tuer, ceux-là, on les accepte mal. Pourquoi ? Parce que tout se passe comme si dans l'économie psychique du monde musulman, mais aussi du monde chrétien, on ne pouvait pas supporter l'autonomie, la souveraineté et la force d'un juif en âme. La figure classique du juif dans l'imagerie traditionnelle de l'Église, c'est la synagogue de Strasbourg, la synagogue aux yeux bandés de la cathédrale de Strasbourg et à la lance brisée. En islam, c'est un juif pauvre, timoré, peureux et qui rase les murs et qui ne donne pas son compte. Donc en fait, c'est cela dont il s'agit de faire. C'est aussi l'une des leçons du 7 octobre. Se libérer de la peur, se libérer de ce colonialisme psychique qui est en nous, qu'Albert Memmi avait si bien analysé dans Portrait d'un juif il y a déjà 60 ans, et faire en sorte finalement de devenir un sujet parlant au lieu d'être un sujet parlé par les autres.